présentation, il ne faudra pas hésiter à prendre plus des questions d'ouverture. Et si vous avez des questions spécifiques à certaines techniques qu'on va voir, il ne faudra pas hésiter à en parler aussi. Les techniques de déconnexion sont plus ou moins documentées, donc ce qui fait qu'il y a des éléments plus ou moins faciles à trouver sur ces techniques. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, on va essayer d'appréhender les problématiques générées par les réseaux de fossés et de drains sur le territoire. Donc, c'est un petit peu tronqué, parce que sinon, vous allez croire que je fais plein de fautes d'orthographe. Je vais peut-être leur couper un chouïa. Ah oui, merci. C'est passé. Ok. Ok, bah c'est parfait. Donc, un petit point sur les généralités sur les réseaux de fossés et de drains. Donc déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui aiment bien définir des termes, qui ont déjà défini le terme fossé. Si un jour vous avez besoin de faire une étude spécifique sur les fossés, sachez que ça a été défini par des spécialistes des réseaux de fossés, qui considèrent les fossés comme des éléments linéaires, artificiels, de collecte et d'écoulement des eaux de pluie, des eaux usées, de ruissellement et de drainage. C'est pour ça que sur un territoire donné, on a toute une typologie de fossés qui vont des fossés routiers aux fossés forestiers, aux fossés agricoles, aux fossés qu'on trouve en plein centre urbain, et les fossés qu'on retrouve aussi sur les grandes infrastructures linéaires, type des lignes à grande vitesse, etc., etc. Donc, on utilise souvent en Bretagne le terme réseau hydraulique annexe pour englober en fait le réseau hydraulique artificiel qui intègre les fossés et tous les drains enterrés. Donc ça, c'est un terme pratique pour pouvoir désigner l'ensemble du réseau qui a été créé par la main de l'homme et qui se connecte à un réseau de cours d'eau. Le réseau de cours d'eau lui-même retravaillé plus ou moins lourdement selon les départements considérés par la même main de l'homme. Et souvent, dans les publications des scientifiques qui ont travaillé sur les problématiques de fossés notamment, ils distinguent deux grandes catégories de fossés. C'est les fossés agricoles et les fossés de voirie. C'est vraiment sur ces deux thématiques qu'on va trouver l'ensemble des publications scientifiques. Concernant les drains, globalement, dans les documents techniques qu'on trouve qui décrivent et qui expliquent comment a été mis en place le réseau de drainage à l'échelle nationale, on se rend compte que généralement, les drains sont espacés de 10 à 12 mètres. Ça, c'est une moyenne à l'échelle nationale. Ça peut être très différent selon les territoires, selon les types de sol, selon la manière dont a été construit le réseau de drainage. Pour une profondeur moyenne à l'échelle nationale, toujours d'environ 0,90 mètres. Donc, un réseau de drainage, souvent, c'est toute une architecture avec des drains individuels qui se connectent à ce qu'on appelle des collecteurs enterrés et qui se rejoignent souvent à des collecteurs ouverts qui sont soit des fossés au niveau réglementaire, soit des cours d'eau qui ont été plus ou moins lourdement artificialisés. Donc, souvent, quand on parle de problématiques de définition des cours d'eau sur les têtes de bassin versant, c'est vraiment dû à cette modification poussée à l'extrême du réseau de cours d'eau où on a, à la même période, on a été tenté de transformer les cours d'eau avec une forme assez similaire au réseau de fossés. Donc, l'idée, quand les réseaux de drainage ont été construits, c'est que la bouche de décharge du collecteur de réseau de drainage permette d'évacuer une crue annuelle sans mise en charge. Donc ça, c'était vraiment dans les documents théoriques de base. C'est comme ça qu'ils essayaient de façonner le réseau de drainage. Sachant qu'on se rend compte que techniquement, il n'y a pas forcément le même niveau de réflexion technique selon les projets, entre des drainages subventionnés, entre des drainages qui ont été faits dans les années 60, des drainages qui ont été faits dans les années 90, des drainages collectifs ou individuels. On voit qu'au final, il y a une très grande diversité de techniques et de dimensionnement des réseaux de drainage. Ce qui fait que quand on compare les caractéristiques en termes de profondeur et de pente des drains et des collecteurs à l'échelle nationale, on se rend compte que les drains, globalement, ils se situent entre 0,8 et 1,1 m de profondeur, avec une pente de 0,5% à 5%. On voit qu'il y a une forte diversité de pendage à l'échelle nationale. Ça, c'est un point qui est intéressant à retenir, parce que ça montre aussi qu'un réseau de drainage peut marcher avec une faible pente. Ce qui fait que si vous avez une forte pente à un endroit donné, vous pouvez envisager que la pente du réseau de drainage ne suive pas forcément la pente du terrain naturel et une pente beaucoup plus faible, ce qui vous permet de vous rapprocher beaucoup plus rapidement du terrain naturel. Donc ça, c'est vraiment des points à conserver sur le type de pente qui permet le fonctionnement du réseau de drainage. Et au niveau du collecteur, c'est un peu différent.
Souvent, les collecteurs sont situés entre 1,08 à 1,3 mètres de profondeur, donc un peu plus profond à l'échelle nationale. Et les pentes peuvent être un peu plus faibles pour le collecteur, ça va jusqu'à 0,2% de pente sur les collecteurs. Donc ça dépend vraiment des départements, des types de parcelles considérées et des périodes et des types d'acteurs qui ont mis en place les réseaux de drainage. Oui. En moyenne, c'est parce que souvent, vu que le collecteur connecte l'ensemble des drains, pour le collecter, il a besoin aussi d'être un peu en dessous. Donc, ce qui fait qu'en moyenne nationale, ils sont toujours un tout petit peu en dessous du réseau de drainage. Là, c'est vraiment les collecteurs enterrés. Donc, après, ça, c'est des études moyennes nationales, mais en fait, l'explication de la petite différence, c'est vraiment ça, c'est que les drains latéraux arrivent et se connectent au collecteur principal, donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus profond. Ouais. Oui, oui, c'est pour ça que souvent, en fait, là, c'est le fameux collecteur, et souvent, ce qu'ils appellent même dans certains rapports le collecteur principal, qui est le réseau de fossés ou de cours d'eau, lui, il est souvent encore plus profond que le collecteur. Donc, effectivement, il y a une plus grande différence entre on va dire, le réseau ouvert qui accueille le réseau de drainage. Si on mettait ça en moyenne, ça descendrait beaucoup plus. Même quand on va dans la Marne, moi, j'avais des cours d'eau qui étaient à 4 mètres de fond. C'est vrai que si tu intégrais la Marne dans la profondeur des collecteurs, tu aurais des niveaux d'enfoncement poussés à l'extrême. Donc souvent, les pires niveaux d'enfoncement qu'on a au niveau des réseaux de fossés et des réseaux de cours d'eau, c'est des départements qui ont connu la guerre de manière assez forte et où ont été expérimentés les premiers remembrements. Parce que nous, on a connu les remembrements documentés en Bretagne dans les années 55, 60, selon les communes, selon les territoires. Mais il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, ils ont testé les remembrements sur des territoires qui avaient été fortement... il y avait de l'artillerie lourde qui était passée dessus, ce qui fait qu'ils pouvaient redessiner totalement des parcellaires, des configurations. Donc là, ils y sont allés avec vraiment, c'était du fossé anti-char lors de la conception. Donc, globalement, ça c'est au niveau technique. Souvent, quand ils dimensionnent des réseaux de drainage actuellement, ils les dimensionnent sur une pluie de retour annuelle de 3 jours, ce qui correspond souvent à un événement fréquent de l'ordre de 15 mm par jour. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez trouver dans les publications de journal de Julien Tournevis en 2020, qui expliquent vraiment la conception des réseaux de drainage à l'échelle nationale telle qu'elle est dimensionnée. Et l'idée, c'est que le fossé va être dimensionné afin que le collecteur de drainage débouche au-dessus de la ligne d'eau en crue de période de retour annuelle. Ça, c'est vraiment le dimensionnement hydraulique le jour J du drainage. Sachant qu'après, on se doute bien que le drainage va vivre dans le temps, que ça, c'est une vision hydraulique du fonctionnement du réseau de fossé où on fige un système, sauf que le système il est amené à potentiellement s'engraisser dans pas mal de secteurs. Donc, ce qui fait que cette valeur, c'est une valeur vraiment théorique, hein, puisque si on passe 10 ans après, soit la sortie va être à fleur du fil d'eau sur des bases d'eau, soit des fois il va être partiellement ennoyé, ce qui peut entraîner un ennoiement de quelques mètres de la sortie du réseau de drainage à certaines périodes de l'année. Donc en fait, même on en reparlera après, mais le fait qu'un réseau de drainage soit ennoyé, ça arrive. Quand vous allez même sur des secteurs qui ont été très très bien drainés, entre guillemets, quand on passe en crue, toutes les sorties de drainage sont ennoyées. Donc, des fois, les gens s'alertent en disant « Ah, mais le réseau de drainage va être ennuyé, donc c'est impossible d'envisager de proposer des solutions techniques. Il faut détendre les agriculteurs en question en leur disant « Mais en crue, votre cours d'eau qui était bien abîmé, il est plein d'eau. » Ce qui fait que ponctuellement, une partie de l'année, votre sortie de drainage est en eau. Ce qui va être important, c'est de savoir le temps pendant lequel, au cours de l'année, la durée et la période à laquelle votre sortie de drainage sera en eau. C'est ça qu'il faut vraiment lancer la discussion sur pour comprendre vraiment l'impact qu'il va y avoir. Et c'est pour ça qu'on a eu un approfondissement conséquent des réseaux de surface, cours d'eau et fossés, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Comme on disait pour la Marne, on a encore des cas extrêmes au niveau national. Et l'idée, c'était, quand on parle avec les exploitants, c'était plus pour accueillir le réseau de drainage que pour empêcher les débordements. Parce qu'on se doute bien que sur un cours d'eau de rang 1, si vous le mettez à 3 mètres de fond, même sur une crue 10 millénale,
il ne sortira pas. Il arrivera peut-être à 1 mètre dans sa colonne d'eau, mais il n'ira pas plus haut. Donc, ce qui fait que on a eu des surdimensionnements qui dépassaient même ce qu'on pouvait observer pendant les périodes glaciaires où on avait des débits qui étaient extrêmement plus importants que maintenant. C'est impossible d'arriver à des débordements sur les fossés ou les cours d'eau qui ont été transformés. Et ce qui fait que tout ça a entraîné une chenalisation des écoulements qui vont favoriser un transfert rapide d'eau vers l'aval. Petit point de vigilance là-dessus, des fois vous pouvez entendre parler de publications scientifiques qui vous disent que le drainage n'augmente pas les pics d'eau en aval. Ça, c'est souvent des études qui ont été faites à la parcelle. Donc méfiez-vous parce que ça n'intègre pas la chenalisation de tous les cours d'eau en aval et la chenalisation de tous les réseaux de fossés qui ont été faits en aval. Alors que ça, on sait depuis les années 95 avec les publications qui avaient été faites par Wasson et ses collaborateurs en 95-98, qui était une étude demandée par le ministère de l'Environnement de l'époque, que systématiquement, dès qu'on chenalise, on explose les pics de crue en aval. Donc ça, si quelqu'un vous parle de ça un coup, dites-lui pourquoi pas dans certaines configurations à l'échelle de la parcelle, ça peut s'entendre, mais par contre, quand on prend en compte le fonctionnement du sous-bassin, là, vous n'êtes pas dedans. Donc, ce qui fait qu'avant drainage, on avait des petits cours d'eau qui étaient dimensionnés sur la base de la crue annuelle à biennale. Et après réseau de drainage, on voit que le fonctionnement se décale. Et nous, ce qui nous pose souci au niveau des fonctionnements des cours d'eau, c'est que déjà on a plein de problématiques avec ça, mais on court-circuite le fonctionnement des bandes enherbées. Ça, c'est une des problématiques. La deuxième problématique, c'est qu'on empêche la communication avec le limageur. On rabat les nappes. On fait un fonctionnement hydromorphologique très dégradé. Donc, en fait, le fonctionnement hydraulique tout simple qui a été construit à l'époque, il n'a pas du tout pris en compte l'ensemble des problématiques inhérentes à ce petit changement de schéma. Ça a été un peu une catastrophe environnementale à l'époque. Donc, pourquoi tout ce fameux réseau de fossés a été mis en place? Initialement, c'était vraiment destiné à s'affranchir des contraintes liées au sol et au climat. C'est pour ça que plus vous êtes sur des zones où les sols sont imperméables, plus on va retrouver des réseaux de drainage assez réguliers dans les territoires. À l'inverse, si vous avez des sols qui sont naturellement très drainants, le réseau de drainage va être beaucoup moins présent sur les territoires qu'on étudie. Donc l'idée, c'est que si vous avez un sol qui est relativement imperméable, pendant les périodes de hautes eaux, les nappes peuvent être assez hautes et peuvent remonter et se gorger d'eau à chaque épisode pluvieux. Et l'idée, quand ils ont construit les réseaux de drainage, c'était à chaque fois qu'on met un élément qui récupère l'eau, c'est qu'on entraîne un rabattement de la nappe sur un certain nombre de mètres de part et d'autre du drain ou du fossé. Et c'est ça qui va entraîner une diminution d'unité d'eau dans les territoires. Attention, parce que quand on parle de contraintes, ça c'est d'un point de vue hydraulique, mais en fait, quand on parle de fonctionnalité des milieux naturels, c'est plutôt un atout. Si vous parlez à un exploitant agricole du Tchad et que vous lui dites que c'est une contrainte le fait qu'on ait trop d'eau en surface, il va un peu rigoler doucement. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'intégrer ces problématiques de contraintes parce que ces réseaux-là, ils rabattent les codes de nappe à certains moments de l'année, mais ils les rabattent aussi toute l'année. Et c'est ça le drame des réseaux de drainage tels qu'ils ont été construits, c'est que ce n'est pas des systèmes intelligents. On fait plein de systèmes intelligents maintenant dans plein de trucs. Vous avez des nouveaux processus, des trucs, des machins. Le réseau de drainage, c'est vraiment bête et méchant. Ça rabat la nappe en permanence toute l'année. Ce qui fait que là, vous avez des arrêtés sécheresse qui vont tomber dans tous les départements où il manque de flotte. Il faut savoir que tous les drains, ils récupèrent tout le peu d'eau qui passe, ça passe dedans. Ça passe moins du fait qu'on a moins d'eau qui circule, on est en période d'évaporation, il y a moins d'eau qui circule, mais il y a quand même une partie qui continue à sortir dans les réseaux de drainage. Ce qui fait que si un jour vous avez du temps libre, vous restez à une période où il y a une toute petite pluie, où il n'y a pas du tout d'eau dans le territoire, vous faites une petite vidéo du réseau de drainage et vous voyez que ça continue à sortir tranquillement et rapidement des réseaux de drainage. Donc, dans la publication de Dollinger en 2014, qui avait essayé de bien comprendre les différentes fonctions traditionnelles et les fonctions récentes qui arrivaient des réseaux de fossés notamment, initialement, les fonctions qui étaient évoquées, c'était l'assainissement, entre guillemets. C'était à l'époque, quand on avait des cartographies des zones humides, on avait des sols de type sain et pas sain. On le revoit encore dans certains bureaux d'études en 2022 qui proposent ce type de cartographie. Ça commence à être un peu gênant quand on voit que la loi sur l'eau date de 93. Quand même, ça fait 29 ans pour se mettre un peu à la page. Donc, il y a un peu de marge de manœuvre. Mais bon, c'est le terme qui était vraiment utilisé historiquement. Ça a été beaucoup utilisé pour du drainage.
Dans certains territoires, ça a pu être utilisé pour des fonctions anti-érosives, parce que le fait de concentrer l'eau à un endroit donné, ça évite la concentration d'eau à des endroits qu'on ne souhaite pas que ça se concentre, et ça permettait d'éviter la formation de ravines. Par exemple, sur certains grands chantiers, vous avez imaginons une plateforme industrielle qui arrive sur une surface de 20 hectares, et pendant les mesures en phase chantier, en fait, souvent, ils vont être tentés de collecter les eaux à des endroits sur les côtés pour ramener l'eau et pour éviter que ça concentre dans le milieu de la parcelle où il y a une dépression naturelle, parce que là, c'est là où on va avoir une concentration des écoulements qui auront suffisamment d'énergie pour arriver à creuser un lit avec des bordures distinctes, et on part sur des formations de ravines. On l'observe à plus petite échelle sur des champs, sur une parcelle en Bretagne. Si vous voyez un petit creux, un peu de pente, bah, souvent vous avez des débuts de formation c'est plutôt des rigoles, mais si le phénomène s'amplifie, on a vraiment des ravines qui s'amorcent sur certaines périodes de l'année. Et dans les publications d'il y a une dizaine d'années, on voit les scientifiques qui travaillent sur des fonctions qui n'étaient pas initialement visées dans le cadre des fossés. C'était une des fonctions qu'on trouve maintenant, c'est la modulation des pollutions. Attention là-dessus, hein, ce n'est pas le fait de créer un fossé qui permet de réduire la pollution, c'est plutôt la manière dont on gère le fossé et la manière dont on gère la connexion avec le réseau en aval qui va permettre d'être plus ou moins efficace pour réguler la pollution qui arrive et qui est véhiculée par le réseau de fossé. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Le deuxième point qui apparaît également, c'est le transport solide. On parle beaucoup du transport solide au sein des cours d'eau, mais il faut savoir que les réseaux de fossés, vu que c'est une interface très forte entre le bassin versant et les cours d'eau, ça va apporter énormément de sédiments. Et pas de bol, souvent sur le territoire, c'est plutôt des sédiments extrêmement fins. Donc argile, limon, sable. Déjà, quand vous gardez un réseau de drainage, souvent à certaines périodes de l'année, l'eau est turbide. Vous avez une concentration en sédiments fins dans les réseaux de drainage. En plus, vous avez des bandes enherbées qui sont extrêmement réduites aux abords des fossés. C'est 1 mètre la distance de non-traitement pour les LNT. Et non-traitement ne veut pas dire présence d'enherbement. Donc souvent, vous n'avez pas d'enherbement, des fois, dans certains cas, du 1er mètre du fossé. Ce qui fait que vous avez les apports du réseau de drainage, vous avez les apports de l'érosion de berge et les apports de l'érosion du versant et de la bande riveraine. Ce qui fait que si vous cherchez à quantifier ce stock, dans certains territoires, ça peut être énorme, la quantité de sédiments qui sont véhiculés par le réseau de fossé et qui sont transférés vers les écosystèmes sensibles en aval, que ce soit les cours d'eau et également les zones humides. Parce qu'une zone humide qui se prend des apports forts de sédiments fins, ça impacte son fonctionnement aussi. On parle souvent des cours d'eau parce que le colmatage est plus documenté, mais on a eu certains chantiers, notamment je pense à un chantier en Mayenne il y a quelques années où il y avait eu des écoulements qui venaient de fossés qui nous avaient bien colmaté une belle tourbière, l'impact est sévère aussi. Et récemment, il y a des scientifiques qui parlent aussi de conservation de la biodiversité au sein des fossés. Ça, il faut toujours replacer dans le contexte. Ce n'est pas la création de fossés qui crée de la biodiversité, parce que là, vous allez tout de suite penser, quand on crée une fossé, on a plutôt tendance à drainer une zone humide, donc on va avoir des pertes. C'est plutôt la manière dont on gère les fossés sur le territoire en situ qui va permettre d'impacter plus ou moins lourdement la biodiversité en place. Et souvent, vous allez voir des publications scientifiques qui vous montrent que les fossés sont très intéressants pour la biodiversité. Il faut avoir un petit regard critique dessus, c'est qu'au final, les fossés sont souvent mis en place sur des zones où il y a beaucoup d'eau. Ce qui fait qu'en fait, ils vont épouser une partie de la biodiversité qui était initialement présente. Donc, ce qui fait que si vous drainez une zone humide ou une tourbière avec des réseaux de fossés, les scientifiques retrouvent souvent des plantes qui étaient initialement présentes du fait de la banque de graines qu'on avait dans ces zones humides, dans ces tourbières. De la même manière, si on avait des belles zones humides avec des amphibiens, des insectes, etc., en fait, il y a un certain refuge qui se crée au sein de la zone de fossé, et c'est pour ça qu'on peut avoir une biodiversité locale qui peut être marquée. Et notamment, ce que disent les scientifiques, c'est que plus les territoires sont massivement artificialisés, plus les fossés peuvent jouer ce rôle de conservation d'une certaine biodiversité au sein du réseau de fossés. Ce n'est pas que les fossés sont géniaux, c'est que c'est un des derniers éléments qui n'a pas été matraqué sur le territoire, ou qui est matraqué ponctuellement. À chaque période de curage, on enlève tout. Donc, quand un certain syndicat agricole vous disent que leurs fossés sont géniaux pour la conservation de la biodiversité, on leur dit attention, si vous partez sur ce champ-là et qu'on commence à regarder la biodiversité qu'il y a dans ces réseaux de fossés,
Ça veut dire que si on détecte des espèces pauvres, il faudrait envisager des dérogations avant chaque curage parce que vous détruisez totalement la biodiversité en place. Il faut être prudent sur la manière dont on apprend la biodiversité au sein des réseaux de fossés parce que c'est quand même des systèmes où il y a de l'entretien, il y a une intervention. Donc il y a un intérêt quand même de trouver des techniques, on en parlera tout à l'heure, en termes de période, de matériel utilisé, de manière de faire pour limiter les impacts à la biodiversité. Ce sera plutôt dans ce sens-là qu'il faudra voir tout ceci. Et ce que disaient les scientifiques qui travaillent bien sur la thématique, c'est qu'en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réussir à bien comprendre l'impact environnemental qui est généré par un réseau de fossés et de drains pour arriver à améliorer leur gestion ou leur non-gestion ou leur suppression dans certains cas. C'est vraiment l'idée de la démarche. Donc, généralement, quand on regarde vraiment les fonctions hydrauliques du réseau de fossés, le drainage agricole, sa vocation principale, c'est d'arriver à évacuer le maximum d'eau entre décembre et avril. C'est comme ça qu'il a été conçu. Comme on le disait il y a quelques minutes, pas de bol, ça l'évacue aussi entre avril et décembre. Ça, c'est une des problématiques qu'on a en période de basse zone automne. Julien Tournevis de l'IRSTEA, en 2020, il rappelle qu'il y a trois phases. En gros, le système de drainage il va fonctionner un peu différemment sur trois pas de temps différents. Il y a la partie qu'il appelle l'amorce du drainage, qui va avoir lieu entre septembre à novembre. Donc là, quand vous réfléchissez, vous, pour vos petits poules d'eau, à la main, c'est des moments-là où ils ont du mal à fonctionner, où ils n'ont pas assez d'eau, où on a des étiages qui se prolongent, où c'est difficile, les reprises d'écoulement sont de plus en plus tardives. Il faut savoir que c'est de plus en plus tardif, mais c'est aussi au moment où le réseau de drainage il commence à enlever de l'eau et à retirer de l'eau au réseau de cours d'eau aussi. Ça, c'est un point qu'il faut bien retenir. Donc, à l'époque, là, entre septembre et novembre, à l'échelle nationale, les précipitations sont censées devenir de plus en plus régulières et l'évapotranspiration potentielle elle diminue. Donc, avec des coefficients de restitution de l'eau de pluie au drain qui est d'environ 6 à 20% à l'échelle nationale. Après, vous arrivez sur une période de drainage intense qui va être entre décembre et le mois de mars. Donc là, les précipitations sont régulières, l'évapotranspiration est faible, il y a peu de production primaire, les végétaux sont vraiment en vacances. Donc la réserve en eau des sols est totalement restituée ou est proche de son maximum. On est vraiment sur des nappes hautes. Donc, ce qui fait que le coefficient de restitution de l'eau de pluie au drain va être de 60 à 90%. Donc, il y a énormément de l'eau de pluie qui est pris en charge par les drains et qui file vers l'aval. Et la fin de drainage, ça va être entre le mois d'avril et le mois d'août. Là, les précipitations deviennent de plus en plus sporadiques. L'évapotranspiration augmente avec la croissance végétale et l'élévation des températures dans la saison. Les réserves en eau des sols tendent à diminuer avec la reprise des prélèvements par la végétation et aussi de tous les prélèvements anthropiques qu'on observe à l'échelle de l'année. Le drainage diminue pour devenir nul en été. Et là, on a un coefficient de restitution qui est encore de 5 à 20%, de la pluie jusqu'au drain. Mais ce qui fait que quand vous avez une petite pluie de 10 mm, dans certains cas, il y a 20% de l'eau de pluie qui file directement par le réseau de drainage. Ça, c'est une des problématiques. Il y en a certains qui disent toute l'eau qu'on perd en crue, les gestionnaires d'eau devraient dire toute l'eau qu'on perd en étiage. C'est vrai qu'on a vraiment un souci du fonctionnement de ces réseaux de drainage, d'avoir un système qui retire l'eau quand il y a des arrêtés de sécheresse, ça ne semble pas logique. Donc, l'importance du réseau hydraulique annexe à l'échelle nationale, il est relativement important. Il y a en moyenne, dans les études de Julien Tournevis en 2017, vous voyez qu'il y avait 2,9 millions d'hectares qui étaient drainés artificiellement. Sachant que c'est une évaluation. Parce qu'il y a beaucoup de drainages où on n'a pas la connaissance, c'est très difficile d'avoir la connaissance. Il y a une sorte d'omerta et de rétention de l'information sur l'accès aux données de drainage sur certains territoires, pas partout. Ce qui fait que c'est compliqué de savoir. Ça représente environ 9% de la SAU. Ça, c'est une moyenne nationale, mais dans certains territoires, c'est beaucoup plus. Des fois, on a un pourcentage qui est vraiment énorme. Ce que disaient des études du CEMAGREF historique, où je n'ai pas retrouvé l'année, mais c'était qu'il y avait 83% du drainage qui était fait par des tuyaux enterrés, 11% par des fossés et 6% qu'ils appelaient ponctuels. Ça, c'est des systèmes particuliers qui permettaient des rabattements de nappes, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils intégraient dans le ponctuel. Mais ce qui fait qu'il y a quand même une grosse partie de la problématique de drainage qui est en sous-sol. On ne la voit pas forcément. C'est une estimation.
Ça, c'est une moyenne nationale. Est-ce que dans le cadre tu peux me dire que c'est difficile de donner est-ce que je peux reprendre cette moyenne nationale pour faire une extrapolation et me dire tous les fossés sont facilement identifiables, me dire j'ai tant de fossés, des plus gros, ça représente 14% de ma quantité de drainage, et de reprendre le chiffre pour voir, mais la densité de drainage. Ce que j'aurais plutôt tendance à faire, c'est prendre ton territoire d'intervention, prendre un petit sous-bassin versant qui est représentatif de ton territoire d'intervention, et sur ce petit territoire, essayer de recueillir au maximum l'information pour quantifier le linéaire de fossé et de linéaire enterré, et par contre de confronter ce chiffre avec la littérature générale. Et si tu vois que l'ordre de grandeur est correct, ça pourrait te servir de base pour dire, bah voilà, on pourrait envisager une extrapolation, mais sans le rattacher à un territoire, c'est tellement différent selon les bassins versants. Il faut vraiment le confronter à ce chiffre-là. Et... Là, ça, c'est vraiment des études qui viennent plutôt IRSTEA, CEMAGREF. Donc là, c'est drainage agricole sur lesquels ils sont rentrés. Donc après, quand on regarde les surfaces occupées à l'échelle nationale au niveau agricole, c'est énorme. Donc ça représente une grosse proportion. Par contre, effectivement, comme on disait, il y a deux problématiques. Il y a le drainage de voirie, le drainage agricole, voire le drainage forestier aussi, qui pose des gros soucis aussi. Et le drainage forestier qui a été très documenté dans les pays scandinaves. Donc, si vous avez des projets de restauration en contexte forestier, il y a énormément de données et de publications sur le drainage en contexte forestier sur les pays scandinaves. Mais effectivement, quand vous êtes sur une zone urbaine, par contre, ce sera des fois plus facile de récupérer les réseaux, parce qu'ils sont des fois mieux tracés. Il y a des cartes SIG, dans certains cas où il y a des cartes papier qui peuvent être redigitalisées, mais c'est une problématique à aussi caractériser, mais les chiffres là sont vraiment pour tout ce qui est agricole. Donc là, c'est ce que rappelait Demange, Lagachéry, Levasseur dans la publication de Bollinger en 2014, c'est que la densité de fossés était extrêmement variable à l'échelle nationale. Il y a certains territoires où il y a 25 mètres par hectare, il y en a d'autres, c'est à 375 mètres par hectare. Donc, ce qui fait que selon le niveau de perméabilité qu'on a des sols et selon les usages qu'on a en place, et même historiquement la manière dont les anciens géraient leur territoire, la densité du réseau de drainage va être extrêmement différente. Historiquement, on peut encore trouver des traces des anciens réseaux de drainage aussi sur vos territoires, même en faisant des travaux de restauration. Avant, les anciens en Bretagne, il y en a certains qui faisaient des drainages enfouis, mais en remplissant des fonds de vallée de pierre. Et vous voyez qu'en retirant les pierres, ça recommence à couler. En fait. Donc, il y a eu une partie des d'écoulement ou de drainage qui a été fait de manière très rustique il y a très longtemps avec de l'empierrement de fonds de vallée. Ça se fait ponctuellement. C'est vraiment sur des petites zones de source. Le drainage par tuile a été fait de manière très importante en France, mais il a été fait plus ou moins fortement selon les zones. Et quand on est sur des zones qui ont été lourdement, où il y a eu les pratiques intensives depuis plusieurs décennies, souvent on n'en trouve plus trop de traces. C'est vraiment ponctuel. Je ne sais pas si des fois vous êtes tombé sur ces fameux drainages en tuile. Un peu Julien, peut-être, François aussi. Donc ça, c'est vraiment historiquement, le drainage en tuile était assez important. Il y a même un reportage sur France Culture hier en voiture. Il paraît historiquement du drainage en tuile et de l'intérêt de la tuile par rapport à tout ce qui était canalisation de plomb en termes de problématiques, saturnisme, tout ça, perte d'eau, durabilité dans le temps. C'était plutôt au niveau des équipes en charge de l'archéologie préventive. Si vous voulez revoir ce reportage, je pourrais vous donner le lien, il était plutôt intéressant. Mais ce qui fait que, voilà, comme on disait avec Aurélien, il y a vraiment un intérêt à faire des études locales représentatives de votre territoire pour arriver à comprendre sur votre territoire, est-ce que la problématique, c'est plutôt la problématique enterrée ou de surface, sachant que dans tous les cas, les deux sont en lien. Non, ça c'est vraiment la densité de fossés. Après, attention, parce que c'est des scientifiques qui ont fait les études, et ils n'ont pas forcément des notions de police de l'eau. Donc, ce qui fait que dans certains territoires, ils vont plus ou moins bien distinguer ce qui est cours d'eau ou ce qui est fossé. Même certains chercheurs dans les équipes de l'IRSTEA vont plus ou moins bien différencier ce qui est cours d'eau ou fossé.
même dans des documents qu'on peut publier des fois récemment, il y a des fois des nuances qui sont pas très claires sur différents cours d'eau fossés. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Quand vous entendez fossé, théoriquement, ils seraient censés l'entendre comme des fossés à part entière, mais c'est plus une vision technique qu'ils avaient qu'une vision police de l'eau. Donc, après ces petites généralités sur le réseau de fossés, on va en arriver à faire un petit point sur les impacts qui sont documentés. Ça, c'est plutôt pour, si vous vous lancez ou vous êtes déjà lancé sur la problématique du réseau de fossés, c'est d'avoir des études ou des sources que vous pouvez réutiliser pour argumenter tout ça. C'est vraiment pour ça que la partie-là a été construite. Donc, ça, c'est un chiffre qui est très connu. Hein. Depuis l'étude qui avait été faite par la CE en 1995, on voyait qu'il y avait depuis 1950 disparition de plus de 50% des zones humides à l'échelle européenne. Les constats à l'échelle française, c'est entre 50 et 70%. Je vous invite à consulter la publication des FMA en 2020, si vous ne l'avez pas déjà lu, qui reprend régionalement et par département les destructions par drainage, remblaiement, imperméabilisation ou mise en eau. Le petit tableau-là est très intéressant parce qu'il permet de comparer qu'est-ce la problématique qu'on a au niveau de l'urbanisation sur les zones humides au niveau de la Bretagne, par rapport aux infrastructures de transport, par rapport aux cultures dans les prairies temporaires, par rapport aux plans d'eau, par rapport au boisement de résineux et de peupliers, et en cumul total. Et ce qui fait que la palme de destruction potentielle de zones humides, c'est à l'île-et-Vilaine. Logiquement, à 56%, ça fait 99 816 hectares évalués. Donc c'est un bon chiffre pour connaître le contexte. Et le département le moins impacté, logiquement, c'est le Finistère. Pourquoi? Parce que les pro-draineurs, ils veulent drainer des territoires qui sont drainables. Donc, ce qui fait que dès qu'il y a trop de pentes, dès qu'il y a beaucoup de roches et dès qu'il n'y a pas trop de terre, c'est des territoires qui ont des fonds de vallée plutôt étroites, plutôt réduites. Les grosses boîtes de drainage et même les lobbies agricoles, ils ont été moins motivés. Ce qui fait que ça a permis de préserver un petit paquet de zones humides. Mais ce qui fait qu'on a encore énormément de zones humides qui partent tous les jours du fait de ces urbanisations, de ces infrastructures de transport, de ces infrastructures enfouies aussi, du fait de l'agriculture, des plans d'eau, des boisements, résineux, peupliers. Il y a vraiment encore beaucoup de travaux sur les territoires et beaucoup par petite surface aussi. Grande surface dans les dossiers autorisés au niveau réglementaire, mais petite surface par grignotage diffus qu'on peut observer tous sur le territoire. En fait, la directive nitrate, elle interdit pour les exploitants agricoles la destruction de zones humides à partir du 1er mètre carré. Il y a certains sages bretons qui le font à partir du 1er mètre carré aussi. Donc, si vous observez un début d'impact sur une zone humide, si c'est porté par un exploitant agricole, dès le 1er mètre carré, il peut y avoir des leviers réglementaires pour intervenir. Et ça, c'est pour la Bretagne, encore plus pour les sages qui ont des interdictions, même si ça durcit un peu la réglementation. Et sinon, en fait, souvent, c'est le seuil de 1000 m² qui existe pour la rubrique de la nomenclature qui vise le drainage, le remblaiement, la mise en eau et l'imperméabilisation des zones humides. Ça, c'est 1000 m², la zone humide. Par contre, méfiez-vous, même si vous êtes en Pays de la Loire à la limite, si vous êtes en Limagère, c'est 400 m² le seuil de la nomenclature. Donc souvent, les gens nous disent « Ah, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est à 800 m². » On leur dit « Mais est-ce que c'est en Limagère ?» Ils disent « Ah bah oui, c'est bien en Limagère. » La nomenclature hausse, c'est 400 m². Vous êtes à 800 m², vous avez le double. C'est un non-respect de la procédure de déclaration si le mise en cause n'a pas déposé son dossier, ce qui fait que c'est des C5. Et en fait, il y a un truc intéressant à savoir, c'est qu'à beaucoup de rubriques de la nomenclature eau est associé un texte qu'on appelle un arrêté de prescription générale. Et un arrêté de prescription générale, il y a peut-être une vingtaine de prescriptions, dont entre 3 à 7 qui sont vraiment contrôlables. Et le petit truc pratique, c'est que pour chaque non-respect de prescription d'un APG, c'est une C5. Si c'est une personne morale, les C5 sont multipliés par 5. Faire des calculs le matin, c'est pas le mieux, mais une C5, c'est 1 500 €. Ça, c'est pour un particulier. Si c'est une personne morale, type une entreprise, c'est x5, une C5. Donc ça fait 7 500. 7 500 €, c'est ça, à peu près. Oui, c'est ça. Donc ça fait 7 500 € la C5. Et des fois, vous avez 3-4 C5 qui se cumulent
pour un remblai de zone humide en limageur. Donc ça peut être dissuasif. Si vous avez une sanction contraventionnelle, des fois les gens me disent « Ah, c'est juste une contravention qui va avoir ». Si la contravention est bien faite, ça peut monter à 20-30 000 euros. C'est pas inintéressant. Donc retenez ça qu'il y a quand même des outils qui existent pour les zones humides. Par contre, il faut pouvoir intervenir rapidement, puisque en police administrative, théoriquement, on aura un temps long pour intervenir, mais au bout d'un moment, il faut pouvoir, pas tous les préfets, mais certains préfets, il faudrait vraiment pas un préfet, mais le motiver pour intervenir. Donc, il faut vraiment montrer l'intérêt à intervenir en police administrative, donc à initier des rapports de manquement administratifs avec des arrêtés préfectoraux de mise en demeure, des mesures de consignation. Ce n'est pas systématique. Théoriquement, dès qu'il y a un rapport de manquement administratif qui est fait par un service de contrôle, le préfet doit. Dans les faits, le préfet peut. C'est ce qui se passe à l'échelle nationale. Et par contre, en judiciaire, nous, il faut savoir que pour tout ce qui est non-dépôt de dossier de déclaration, on a 1 an pour intervenir. Et plus le temps passe, plus c'est compliqué pour nous. Donc en fait, si vous avez une information qui commence, il faut vraiment que les services de police de l'environnement soient consultés rapidement. Et il y a 2 façons pour que les services de police de l'environnement soient poussés de s'intervenir sur un endroit. C'est soit si c'est eux qui constatent l'infraction et qui lancent la démarche, soit c'est s'il y a un dépôt de plainte. S'il y a un dépôt de plainte, on doit lancer une enquête judiciaire. C'est pratique de savoir les 2 solutions pour lesquelles les services de police de l'environnement peuvent s'impliquer. Donc, ce qui fait que potentiellement, c'est une bonne question, mais potentiellement, tout le monde pourrait quasiment être amené à se dépôt. Après, ouais. Oui, pour quelle raison? Ouais. Généralement, c'est plutôt des. Ouais. L'idée, généralement, c'est plutôt des ONG qui portent plainte, vu qu'ils ont la vocation environnementale sur un territoire élargi. On a souvent des dépôts de plainte d'ONG. Après, des personnes ou des structures qui travaillent sur un territoire donné, on pourrait penser qu'ils ont vocation aussi à porter plainte aussi. Et après, c'est tout ce qui est propriétaire ou personnes directement impactées. Donc ça, les ONG, c'est sûr. Après, il faudrait que je vérifie vraiment les types de personnes qui peuvent vraiment faire ce dépôt de plainte précisément. Parce que c'est les services départementaux qui recueillent ces dépôts de plainte, ce n'est pas les antennes régionales. Donc, ce fait que nous, c'est moins notre drive. Mais n'hésitez pas à poser un jour la question à un agent de l'OFB, il pourra vous répondre en départemental. Ils ont l'habitude de faire ça. En fait, nous, non, mais nous, en fait, si on a la consigne de respecter l'anonymat de la source, on peut aussi, comme on disait, il y a 2 solutions. Soit on fait des constatations, soit on prend des dépôt de plainte. Donc, si on a une information qui est précise, telle parcelle, telle surface, une photographie, ça a été fait à peu près telle date, c'est récent. En gros, il faut juste conduire les services de police de l'environnement. Il ne faut pas se louper à la première sollicitation, parce que sinon, ils ont tendance à moins y aller. En fait, on est sollicité partout. La même hier, j'étais à Brest. La secrétaire me disait qu'ils étaient sollicités par l'ORC en ce moment, qui avait dans la Seine, et ils avaient eu 3 appels depuis la matinée pour voir qu'est-ce que pouvait faire l'OFB de Brest. Donc en fait, il y a énormément de sollicitations. Donc si vous voulez être sûr que dans le temps, ça marche bien, il faut vraiment envoyer des mails très clairs, très simples, et un peu comme on rédige les procédures, c'est commune, lieu-dit, un petit endroit pour qu'on comprenne bien la parcelle impliquée, la problématique pour que en fait, l'agent qui voit ça, il dit « Ah, ok, je pars tout de suite en voiture, c'est tel type de texte qui est impliqué. Ah là, effectivement, il est en défaut, il y a une infraction qui est caractérisable, c'est il n'y a pas longtemps, je peux encore voir les éléments. » Hop, comme ça, ils y vont. Mais par exemple, oui, en fait, les 2 services sont police de l'eau. Normalement, la DDTM part plutôt en police administrative. Et nous, on peut faire les 2, police administrative et judiciaire. Donc, ce qui fait qu'il y a les 2 entrées. Donc après, il peut y avoir de l'hétérogénéité déjà selon l'effectif qu'il y a dans chacun des services.
par exemple, en ce moment, la DTN de la Sarthe, ils sont deux, donc forcément, ils ont du mal à se lancer sur la police. Donc, l'OFB peut prendre plus la thématique. Dans certains cas, c'est l'inverse. Et des fois même, c'est l'organisation du service qui fait qu'il y a certaines zones où il y a moins d'agents mobilisables à l'échelle d'un même département. Donc, ce qui fait que le mieux, c'est presque d'envoyer l'information des fois aux deux. Ah oui, il y a de la communication entre les deux, il y a beaucoup de contrôles communs. Donc, en police de l'eau, on a beaucoup de contrôles TDTM et OFB. Il y a des échanges entre les deux services et des contrôles communs. Suite à les procédures, ouais. Et il avait mise en demeure et la condition qu'ils pouvaient être en bon état, et donc ils avaient directement saisi le syndicat pour qu'ils puissent conseiller techniquement sur Ouais. le propriétaire s'était engagé à le faire. Ça va faire 3 ans, il a bien fait. Bah, c'est un non-respect d'arrêté de mise en demeure, mais théoriquement, ça je ne peux pas parler du dossier vu que je ne le connais pas précisément, mais théoriquement, dès qu'il y a un non-respect d'arrêté de mise en demeure, il faut basculer soit en judiciaire, soit on met plus de pression administrative, mais il doit y avoir des suites. Donc il ne faut pas hésiter à relancer pour repréciser qu'il n'y a pas eu de changement, que c'est toujours pareil et que voilà, comment ça bouge. Ça, c'est une type de pression et altération Ouais. Et souvent, ça va un petit peu forcément. Oui. Bah, théoriquement, ouais, bah ça, il ne faut pas hésiter, je pense, quand il y a des zones où il y a vraiment des problématiques précises, à pouvoir faire un point d'échange entre un police qui peut avoir une vision large sur le territoire avec le service en charge du contrôle, pour vraiment trouver une solution pour commencer à faire un peu le ménage sur les territoires où il y aura un peu plus de souplesse. Parce que l'idée, en fait, vraiment, c'est de. En fait, il faut voir que ce qui est embêtant avec la manière dont on a organisé la réglementation, c'est que tout ce qui est destruction de zone humide, c'est pas un carnet à souche rapide où on écrit le truc, ping, et puis il y a sanction, et puis la personne, elle enlève le truc. C'est vraiment on part sur des procédures où il y a de la rédaction, PV de constatation, PV de synthèse, PV d'investigation complémentaire, PV d'audition. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le temps de rédaction est énorme, du fait des évolutions des prérogatives, l'évolution des types de procédures, tout ça, et du fait qu'il y ait de moins en moins d'agents rédacteurs. Depuis qu'on est passé à l'OFB, il y a beaucoup de personnes qui sont en charge de l'encadrement. Ce qui fait que c'est aussi des problématiques qu'il faut pouvoir porter, défendre, mais il ne faut pas hésiter à mettre la lumière, je pense, sur des problématiques. Et au moins qu'il y ait des. Moi, ce que je dis souvent, c'est pas forcément la quantité de procédures qui compte, mais c'est d'avoir des procédures qui vont jusqu'au bout et où il y a vraiment de la communication qui est faite. Parce que si, genre, il y a les collègues du Grand Est là, qui m'ont transmis une procédure où l'exploitant avait busé 1 kilomètre de petits cours d'eau, il a été sanctionné, publié pendant 3 mois dans la commune, le mise en costant a été acté avec obligation de remise en état, tout ça. Bah, la presse locale a fait des articles dessus. En fait, il faut vraiment avoir des démarches de communication quand il y a des secteurs où les effectifs sont plus faibles. Il faut vraiment demander à avoir des procédures qui vont jusqu'au bout avec de la communication de ces procédures. Bah, normalement, en fait, ça peut être aussi dans la manière de faire que
que ce soit vu avec le parquet la manière dont est communiquée la décision de justice. C'est ça qui permet aussi que ça se médiatise et qu'après, une fois qu'elle est médiatisée sur la commune, il suffit juste que le site d'information ou le journal ait info à ça et puis ça, c'est parti. Après, ça dépend vraiment de la personnalité aussi du parquet, la sensibilité. Tu vois, on se substitue là. Ah, c'est énorme. Ouais. Et là, dernièrement, j'avais un échange avec les collègues de l'USD 35. Ils nous incitaient vraiment, la Fédération de pêche, ou les vétérinaires de Bretagne, à aller déposer plainte dans le cadre d'un impact physique sur le milieu, sur un drainage soumise, pour que derrière, le procureur puisse rendre, parce que lui, il peut aussi par ce qu'il appelle une proposition pénale. Oui. Et du coup, ça lui permet, il peut demander une séparation de l'eau s'il y a un développement. S'il n'y a pas de développement, il ne faut pas tenir son eau, il faut une pêche. Eh bien, du coup, il peut partir sur une solution financière. Oui, et puis il faut savoir qu'à l'échelle nationale, pour viser aucun procureur de la République, c'est qu'il y a des procureurs de la République ou des substituts qui peuvent être plutôt intéressés, même au sein de l'environnement, par la cause animale, par les enclos, par ce qui se passe en mer. Ce qui fait que les agences, ils font plusieurs procédures qui sont classées sans suite, et ça motive moins à aller sur la problématique. Donc effectivement, le dépôt de plainte, pour ça, il est pratique. Et on parlait sur le secteur criminel judiciaire. Là, il semble qu'il y a beaucoup ce type de procureurs qui sont sensibles au milieu aquatique. Oui. Et du coup, bien là, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer sur cette soit les référents de métiers, ça peut être des pêches, des associations environnementales locales. Oui. Et des fois, on fait ça. Après, je vais recommencer le PowerPoint juste dans les points, mais on fait des fois aussi des journées de sensibilisation des parquets, où on les sensibilise sur des thématiques où on sent qu'ils sont moins motivés à s'investir. Bah, on fait une journée thématique, on va sur le terrain, on fait des petits PowerPoints pour motiver les parquets à s'investir. Et je vais en profiter pour rebondir, vu qu'on a fait une petite aparté, mais qui est intéressant, on parle des zones humides aussi, c'est bien de voir les possibilités qui peuvent être portées là-dessus. Mais au niveau des réseaux au niveau du drainage, les retours d'expérience et les études scientifiques qui avaient été faites aux États-Unis montraient que dans certains territoires, la mise en place d'un réseau de drainage performant avait laissé moins de 1% des cours d'eau de rang 1 intacts. Donc les cours d'eau de rang 1, c'est à peu près entre 40 et 50% du linéaire total de cours d'eau sur un territoire donné. Donc c'est vrai que le ménage a été plutôt lourdement fait, avec une création de réseaux de fossés, donc, et avec l'approfondissement, élargissement, rectification du réseau de cours d'eau existant. Donc l'idée, c'était d'augmenter l'effet drainant du cours d'eau, vu qu'il a une cote plus basse, il rabat plus, et c'était d'arriver à encaisser l'arrivée d'un réseau de drainage, qui soit superficiel, fossé ou souterrain. Et le bug que visaient aussi les publications de Landau et Roth en 2003, c'était que les modifications qui étaient réalisées, elles nécessitaient à être maintenues afin de conserver l'efficacité du réseau de drainage. Donc, ce qui fait que tu es dans un cercle vicieux où quand tu mets en place ce système avec certaines cotes, certains pendages, s'il n'y a pas de réflexion spécifique, ils le maintiennent tel quel à vitam aeternam. Donc, on revient dans un siècle, ce sera toujours la logique on cure, on intervient, c'est une logique sans fin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos départements bretons, on a des années de chenalisation des cours d'eau. À l'époque, quand vous trouvez dans les archives départementales de vos départements respectifs des petits plans de drainage, où vous avez les cours d'eau qui sont recalibrés, les méandres qui sont coupés avec le cours d'eau en ligne droite, et vous avez aussi des figurés sur les parcelles qui ont été drainées lors des plans de drainage. Donc ça, c'est des informations qui sont aussi intéressantes comme indicateur pour savoir les parcelles drainées. Vous avez une partie de l'information qui se trouve dans les archives départementales. Et ça a été fait pour tous les cours d'eau assez gros. Pas sur tous les petits cours d'eau, mais sur un ensemble de cours d'eau, il y a ça qui a été fait. Oui, en fait, il y a eu deux grandes périodes qu'on définit un peu le drainage. C'était la période de remembrement où il y a eu beaucoup de travaux hydrauliques de partout et de drainage. Et après, il y a eu une période qu'on a appelée aménagement, drainage des cours d'eau, qui était plus vers les années 80-90. Même des fois, ça a débordé un petit peu après la loi sur l'eau, avec en plus des financements de certains conseils départementaux, même assez tardivement sur les drainages de zones humides dans certains départements, pas en Bretagne, mais à l'échelle nationale. Ce qui fait qu'il y a eu pendant, grosso modo, 40 ans où le système a été porté par l'État.
ce qui fait qu'il y a quand même eu beaucoup de zones qui ont été impactées. Et par contre, sur ces petites cartes, vous trouvez des tracés en plan des cours d'eau, des zones, des parcelles qui ont été drainées et des croquis des cours d'eau avant et après aménagement, avec les formules hydrauliques qui avaient construit les drainages de l'époque. Et donc, tout ce qui est drainage, canalisation des cours d'eau, c'est une des principales causes de l'habitat en tête de bassin versant dans les pays scandinaves. Et là, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que c'est vraiment extrêmement impactant en termes de linéaire. Et on avait fait une étude entre 2013 et 2015 sur l'hydromorphologie des cours d'eau de référence. Un cours d'eau de rang 1 sur notre zone du massif armoricain qui prend toute la région Bretagne et une grosse partie du Pays de la Loire. Théoriquement, ça devrait être 1,10 m sur 25 cm de fond. Donc, vous êtes sur un cours d'eau de rang 1. Si vous êtes au-delà de 25, en zone à peu près plate, c'est anormal. Et souvent, vous avez des niveaux qui sont plutôt entre 0,80 et 0,90 parce que les lits ont été éclatés. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, pour les rangs 1, on encourage de faire des nouveaux lits. Parce que souvent, quand on regarde des lits en moyenne, on avait pris 30 cours d'eau calibrés au pif en manière aléatoire. En fait, les lits sont tellement éclatés que même si on fait de la recharge, de l'apport latéral, on a du mal vraiment à retrouver la physionomie. Donc, si on a des lits éclatés, mieux vaut les refaire ici ou ici si on peut. Ce sera plus efficace. D'ailleurs, là-dessus, on va essayer de faire une sorte d'application web pour avoir accès à tous les cours d'eau de référence et les données quantitatives. On en parle depuis plusieurs années, mais là, on a un statisticien, donc ça va beaucoup plus vite. Donc on devrait essayer de faire ça cette année. Donc, dès qu'on aura l'info, on vous la transmettra. Et aussi, un autre souci, c'est que même si on ne touche pas au réseau de cours d'eau, des études qui avaient été faites par le Duc au Québec en 1980, l'arrivée du drainage souterrain au sein d'un cours d'eau, ça entraîne l'augmentation de la section d'écoulement du cours d'eau mécaniquement, du fait de l'augmentation des débits de pointe et par le mécanisme d'affouillement des berges. Et ça peut entraîner des phénomènes d'incision de cours d'eau, en plus avec des sortes d'érosion progressive qui vont vers l'aval et d'érosion régressive qui remontent vers l'amont. Donc ça, c'est vraiment une des problématiques qui pose souci. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de connaître vraiment le réseau de drainage et de savoir où il se connecte, parce qu'il entraîne des problématiques supplémentaires à l'arrivée du réseau de cours d'eau. Donc, ce qui fait que quand ils avaient comparé des bassins drainés et non drainés, ils voyaient qu'il y avait vraiment une différence du fait de l'arrivée du réseau de drainage. Il y a certains, dans les mêmes études de synthèse d'Ollinger et ses collaborateurs sur le fonctionnement des réseaux de fossés, ils avaient vu qu'on retrouvait différents fonctionnements écologiques au sein d'un réseau de fossés, selon comment il était géré, selon s'il y avait une strate arborée ou pas, présence de ripisylve, selon son niveau d'entretien. Mais si le fossé, on va dire, il a une gestion très light, il peut servir d'habitat pour les oiseaux, il peut être un lieu de reproduction des amphibiens s'il y a de l'eau dans le fossé et si les concentrations en produits apportés ne sont pas supérieures à ce que peuvent supporter les mêmes amphibiens. Il peut servir de micro-habitat pour les pollinisateurs, il peut servir de micro-habitat pour les macro-invertébrés benthiques et de développement de plantes aquatiques ou de zones humides. Donc ça, comme on disait, ça dépend vraiment de l'état et des précautions qui sont mises en place sur les réseaux de fossés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les amphibiens sont peu abondants dans les paysages agricoles intensifs du fait de la destruction des zones humides, des mares, des annexes hydrauliques et du non-débordement des cours d'eau. Ce qui fait que les fossés, ça peut jouer un rôle refuge dans les territoires extrêmement altérés. Sur l'hydrologie, vous allez voir à l'échelle nationale, les réseaux de fossés peuvent avoir une incidence majeure sur l'hydrologie des petits bassins versants, notamment. Et selon les cas de figure, vous allez voir dans les publications que soit les fossés ils exfiltrent, soit ils infiltrent. Donc quand ils exfiltrent, c'est qu'ils enlèvent de l'eau de la parcelle, soit ils participent à la réinfiltration. Attention sur ce point de la réinfiltration, on a pu voir dans certains documents des fois des acteurs qui étaient tentés de mettre que les fossés participaient à la recharge des nappes. On leur disait, mais lisez avec précision les publications de base. Ça infiltre en contexte aride ou semi-aride. Donc, le changement climatique débute en Bretagne, mais on n'est pas encore dans des systèmes arides ou semi-arides avec le désert qui s'étend. On n'est pas dans ces contextes-là. Donc, retenez que les fossés en Bretagne, c'est essentiellement de l'exfiltration. L'infiltration, contexte aride ou semi-aride. C'est une précision importante. Les fossés, ils ont tendance méchamment à entraîner une baisse du niveau de la nappe, c'est systématique. Plus ils sont profonds, plus ils vont entraîner de rabattement. Le rabattement va être plus ou moins large selon le type de sol considéré. Plus le sol est imperméable, plus l'influence latérale va être faible.
Dès qu'on arrive sur des sols qui sont sablo-limoneux, bah là, ça peut être, on va monter à plusieurs dizaines de mètres d'influence d'un fossé en fonction de sa profondeur. Ça augmente ou ça diminue les débits de pointe à la parcelle selon les cas de figure. Comme on a dit tout à l'heure, pour le réseau de cours d'eau, dans tous les cas, le fait d'avoir des cours d'eau chenalisés, ça augmente les débits de pointe en aval. Donc ça, c'est à séparer ce qu'on voit à la parcelle et à l'échelle du réseau de cours d'eau. Et les fossés perpendiculaires à la pente, c'est les plus efficaces pour capter le ruissellement. Ce qui fait que les pires fossés qui enlèvent toute l'eau des territoires, c'est ceux qui sont perpendiculaires aux lignes de pente. Ça, c'est un truc à retenir, parce que des fois, quand vous avez une tranchée qui est mise en place dans le fond de vallée, celle-ci est bien impactante, mais s'il y a au-dessus un truc qui est mis perpendiculairement, qui fait vraiment tout le haut sur 100 mètres et qui est connecté en direct, bah là, ça récupère un paquet d'eau qui transite dans le territoire. Parce que le fossé arrive à augmenter de manière artificielle son rabattement de la nappe, vu qu'il peut taper sur 100 mètres au lieu de taper sur une bande de 20 mètres latérale. Et vu que toutes les eaux descendent du versant, c'est vraiment les pires. Donc, de la même manière que les techniciens bocage travaillent sur les haies prioritaires à aménager pour différents objectifs, par rapport aux éléments qu'on voit aujourd'hui, il y a une stratégie aussi à prioriser des fossés où il faudrait intervenir en priorité selon les problématiques que vous avez. On en parlera tout à l'heure. C'est les pires. Ouais, c'est les pires. Parce que c'est eux qui entraînent. S'ils sont connectés directement à un réseau en aval, ils augmentent vraiment. Et il y a beaucoup de sources en plus. En fait, quand vous regardez historiquement comment ont été faites les routes bretonnes, les anciens de la DDE, mais ça ne s'appelait pas DDE, mais il y a plusieurs centaines d'années, en fait, ils ont fait passer plein de routes gallo-romaines pile au-dessus des zones de source. Souvent, quand vous regardez les cours d'eau, vous allez au niveau d'un fond de vallée, bah, ils passaient pile à la limite début de la source parce qu'on n'était pas trop dans le relief, pas trop dans l'humidité. Et ce qui fait que ce qui est embêtant, c'est que vu qu'avec le drainage agricole, on a remonté le drainage jusqu'aux zones de source, bah, au bout du réseau de drainage, il y a les fossés de voirie. Donc là, on se dit, mince, les anciens de la DDE, il y a plusieurs centaines d'années, bah, en fait, ils ont bien rabattu les nappes au niveau des zones de source. Et en plus, ceux qui venaient plus de l'ex-DDF et un certain nombre d'acteurs qui ont participé au drainage, bah, ils ont remonté ça. Ils ont fait une sorte de symbiose entre le drainage routier et le drainage agricole. Donc là, on rabat fortement les nappes dans la problématique sur un. Ce qui est embêtant avec ces réseaux de fossés et de drains, c'est qu'ils contribuent à un apport excessif en pesticides et en nutriments. Donc, ce que disent les scientifiques dans des études de Kao et de Tang, c'est les apports de contaminants, pesticides et nutriments dans les fossés sont totalement dépendants des flux hydriques et sédimentaires. Pourquoi sédimentaires? Parce qu'il y a beaucoup de particules qui n'aiment pas l'eau. Donc, elles s'attachent aux sédiments. Et ce qui fait que quand les sédiments bougent, elles bougent avec. Donc, des fois, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'avais été en réunion avec certains représentants de la profession agricole et ils me disaient, OK, les substances qui se déplacent dans la colonne d'eau, c'est impactant, mais les autres, c'est moins impactant pour vous au niveau du réseau de cours d'eau. On leur dit, bah, si elles ne bougeaient vraiment pas, oui, mais regardez la couleur de l'eau. Regardez la couleur de l'eau en plus sur vos bassins versants, les petites particules, elles bougent. Donc, même si c'est fixé à vos particules, elles ne sont pas fixées dans votre champ. Dès que votre champ s'érode, ou dès que le fossé s'érode au niveau de ses berges ou de ses fonds, les petites particules, elles descendent aussi. Donc retenez vraiment ça, c'est vraiment les flux hydriques et sédimentaires qui vont déterminer le niveau de problématique qu'on va avoir en aval. Donc soit c'est des apports directs, soit c'est des apports indirects par l'extivation au niveau des parcelles, puis récupération par le drainage des nappes, soit c'est des apports par dérive des pesticides. La dérive, elle peut être extrêmement importante. Si vous voulez en savoir plus pour ça, vous regardez les cours de Rothman, qui expliquent très bien comment se passe la dérive pour des cultures basses, des cultures hautes et de l'arboriculture. Et il y a des études plus récentes qui ont été faites sur la dérive en fonction des conditions de vent. Et on voit que certains produits peuvent parcourir, selon le type de bus qui est utilisé, plusieurs centaines à quelques kilomètres de distance après pulvérisation. Donc la problématique peut vraiment être forte selon les modalités de traitement, les conditions de vent, le type de bus, culture basse, moyenne, haute. C'est vraiment dépendant de tout ça. Donc l'influence du drainage sur les transports de soluté est très variable. Comme on disait, un exemple, le nitrate, il est très soluble. Ce qui fait que dès qu'il pleut, il est facilement entraîné par l'eau de drainage. Les solutés qui sont plus fortement liés au complexe argilo-humique, type phosphore, certains produits phytosanitaires, les herbicides, c'est très soluble aussi. Les herbicides, dès qu'il pleut, ça part en aval. Donc, mais par contre, phosphore, notamment, c'est vraiment emporté par l'eau de ruissellement. Si vous avez une problématique phosphore, il faut réussir à éviter que l'eau devienne turbide.
Si l'eau devient turbide dans vos écoulements de fossés ou de drains, vous êtes sûr de passer à côté de la problématique phosphore et de certains produits phytosanitaires qui posent souci sur un certain type de point de captage. Donc le jour où vous partez sur des réflexions sur les fossés et de drains, regardez votre type de molécules qui posent souci et leur caractère hydrosoluble ou pas. Est-ce qu'ils fonctionnent avec l'eau ou les sédiments? Parce que selon les cas, il faudra soit gérer le flux d'eau, soit gérer le flux des sédiments. Et on va voir après les solutions pour faire ça. Et donc, ce que disaient les scientifiques aussi dans les cahiers du TERT, je précise l'année, je vais en faire ce soir, c'est que l'importance des transferts dépend vraiment de l'hydrologie locale. Tout est déterminant selon la pluviométrie de l'année. Si vous avez pendant la période de traitement où il pleut beaucoup, c'est la cata en termes de transfert. Donc, il y a une sorte de roulée de russe qui se passe pour les milieux aquatiques. Ça dépend de la fenêtre de tir des traitements, des épandages et des conditions pluviométriques locales et annuelles. Donc, ça, c'est des moyennes nationales. Les apports en nitrate des eaux de drainage, l'exportation aux exutoires des réseaux de drainage, c'est environ 35 kg d'azote par hectare et par an. Qui sortent sous forme de nitrate, c'est environ 20% de la fertilisation moyenne qui est apportée aux parcelles. Donc ça, c'est important à retenir comme chiffre. Il y a à peu près 1/5 qui sort au niveau des exutoires. Ce qui fait qu'on se dit, mince, les cours d'eau, ils risquent d'avoir un peu de mal à gérer, selon comment est géré le bassin versant, la charge de nitrate. La concentration moyenne annuelle en nitrate en sortie de eau de drainage, ça oscille entre 10 et 90 mg par litre en moyenne nationale. 10, c'est quand ça se passe, on va dire plutôt bien, 90, c'est quand ça va être compliqué. Mais on peut avoir des chiffres beaucoup plus importants. Il y en a qui ont pu faire localement des mesures où on est à 200-300 mg par litre en sortie de drainage. Ça, c'est vraiment des moyennes nationales. Et par contre, ce qui est intéressant avec les nitrates, c'est que, en fait, quand on prend des bassins versants petits, 42 hectares, 355 hectares ou 400 hectares, il y a une sorte d'homogénéisation de la concentration en nitrate à l'échelle du territoire national. Ce qui fait que ce postulat-là, il entraînera une manière de gérer la problématique nitrate qu'on va voir tout à l'heure, qui sera différente de la problématique phytosanitaire ou pesticide.